Monsieur Cabos. Merci beaucoup pour cette invitation. En effet, c'est un plaisir pour moi d'intervenir une nouvelle fois à la Chambre des métiers. Je suis intervenu il y a 3 ans, quand la loi de 2018 a été votée, et j'avais eu l'occasion de présenter à l'époque les grands thèmes qui étaient prévus dans la loi, les grandes dispositions de la loi, mais à l'époque, on avançait un petit peu, un peu comme le Titanic, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop ce qu'il allait avoir parce qu'on n'avait aucun retour sur la jurisprudence. Depuis lors, il y a eu beaucoup de jugements qui ont été rendus, et donc maintenant, on commence à avoir une certaine idée de la jurisprudence sur base de la nouvelle loi de février 2018. Rassurez-vous, mon but n'est pas de vous expliquer une xème fois le contenu de la loi de 2018. Vous avez pour certains déjà assisté à des présentations que j'ai pu faire. D'autres ont pu lire également des écrits sur le bail commercial à Luxembourg, notamment, comme l'a dit M. Cabos, dans le Jurist News Droit de la construction, où j'avais expliqué article par article les différentes dispositions qui sont issues du Code civil. Ici, aujourd'hui, notre but sera différent. Notre but sera de voir à travers les dernières jurisprudences comment on peut faire pour négocier son contrat de bail, voir quand il est trop tard, voir ce que l'on peut proposer à son bailleur notamment. Mais également, le bailleur peut également faire une proposition à son locataire. Donc, comme je l'ai dit, le but n'est pas de reprendre la loi, mais de voir comment on peut essayer de renégocier son contrat dans une situation qui est assez délicate depuis de nombreux mois maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, nous avons eu toute une série, comme certains d'entre vous l'ont certainement vu, toute une série de jurisprudences qui nous aiguillent, qui nous donnent des pistes sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, et si je dois réagir au sondage qui vous a été proposé et présenté, c'est j'ai des difficultés, mais que dois-je faire? Est-ce que je dois jouer à l'autruche? Je ne préviens personne, je ne demande rien. Ou alors, est-ce que je dois prendre certaines initiatives? Ou alors, je me fie à ce que j'entends à droite à gauche et je me dis, oui, le bailleur est riche, donc je ne le payerai pas. Et puis, advienne ce que pourra et on verra ça un autre jour. Que dois-je faire? Quelle est la bonne façon d'avancer? Quelle est la bonne façon de pouvoir préparer son dossier? Parce qu'à un moment ou à un autre, on risque de se retrouver devant le juge. Et le juge, lui, il aura une vision parfois un petit peu abrupte des choses. Et il va dire, oui, mais monsieur, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Donc, c'est un petit peu cela qu'on va expliquer aujourd'hui, reprendre aujourd'hui, c'est savoir comment négocier, mais comment aussi préparer l'avenir. Préparer l'avenir parce que une issue judiciaire est toujours possible. Donc, et dans ce cadre-là, et c'était aussi pour cela que avec le concours de M. Cabos, j'ai aussi voulu faire cette présentation. Cette présentation, c'est l'une des premières fois où elle aura lieu. En tout cas, pour moi, ce sera la première fois. Et même, je sais que certains confrères ont exposé des choses qui peuvent ressembler à certains égards, mais pas forcément sous le même angle que celui que j'ai pu prendre en préparant cette intervention. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite, hein, comme je l'ai dit, de nombreuses jurisprudences, et on va les reprendre de façon la plus ludique possible, de nombreuses jurisprudences ont été rendues tout au long de ce début d'année, ce premier trimestre 2021, et ces jurisprudences ont un petit peu bousculé les choses en disant, oui, mais pour la période de Covid, est-ce que l'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas payer son loyer? Et certains confrères et certains journaux, voulant faire un petit peu le buzz, passez-moi l'expression, ont commencé à dire grande victoire des locataires contre les bailleurs, les locataires ne doivent plus rien payer, alléluia, c'est bon, on est tranquille, on ne paye plus. Oui, c'est une vision relativement manichéenne des choses et pour le moins simpliste des choses. Je pense que l'analyse du juriste doit être un petit peu plus affinée que celle-ci, quitte à ne pas faire plaisir à l'un ou à l'autre, quitte à ne pas espérer récupérer la clientèle que l'on pouvait espérer avoir en faisant ces grands effets d'annonce dans la presse, à la radio et je ne sais où encore.
la vérité juridique est un petit peu différente et la vérité juridique est un petit peu à modérer, mais ça, nous allons le voir. Donc, c'est un petit peu cet entretien que nous allons avoir ce soir ensemble et aussi pour vous expliquer quelle est la jurisprudence actuelle, ce qui ce qui pourrait arriver, ce qui risque d'arriver si on va au procès. Le but étant toujours de ne pas aller au procès. Le but étant toujours de trouver une solution négociée, que l'on soit bailleur, locataire ou sous-locataire. Mais, et comme certains d'entre vous le savent déjà, nous avons cette loi de 2018 qui prévoit déjà toute une série de règles. La jurisprudence récente a appliqué ces règles et nous donne maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pistes pour pouvoir préparer au mieux les dossiers et, en premier lieu, préserver vos droits, que vous soyez bailleur ou que vous soyez locataire. Le but étant, de toute façon, d'avoir toujours les contrats les obligations les plus étales, donc vraiment à égalité. Faire un contrat pro-bailleur rendra le locataire malheureux. Faire un contrat pro-locataire ne satisfera jamais le bailleur. Donc, l'idée étant toujours d'arriver à un certain équilibre contractuel, et c'est là où ça se passe très très bien. Ce qui existe avant le contrat, quand on va rédiger le contrat, doit ou devrait présider à la suite, quand ça a été signé, quand une difficulté arrive, et justement quand nous avons une situation comme celle que nous avons sous les yeux, enfin, depuis maintenant de, depuis de longs mois. Alors, j'essaye de passer Alors, attendez. J'essaye de passer au slide 2, parce que je vois que je suis toujours sur le 1, donc on va... Je m'avais dit cette heure-là. Voilà. Donc bon, le slide 2 ira très très vite parce que j'ai déjà expliqué un petit peu les choses sur les trucs et astuces, parce qu'en effet, et comme M. Cabos l'a dit, mon exposé ne sera pas de vous donner les tenants et les aboutissants de tous les jugements qui ont été rendus ces derniers temps. Ce serait d'une part extrêmement fastidieux, d'autre part, ce serait un exercice extrêmement délicat. Je sais que certains confrères qui sont risqués, extrêmement délicat, mais et surtout, nous avons quasiment que des décisions de première instance. Et ces décisions de première instance, en tout ou partie, ont été frappées d'appel. Donc, de ce fait, il appartient maintenant au tribunal d'arrondissement siégeant en matière d'appel bail à loyer de voir ce que les premiers juges ont fait et de pouvoir déterminer si oui ou non ils ont bien fait de juger comme ils l'ont fait. Donc, comme on l'a dit, le contexte, bien évidemment, ce sont les difficultés. Alors, les difficultés, je suis dans une grande partie avocat de locataire, avocat de preneur. J'ai des clients bailleurs, mais mon corps de métier, c'est quand même normalement les locataires. Les locataires, et si je ne prends, je sais que tout le monde n'est pas en ville haute ou quartier-gare à Luxembourg, et certains sont dans d'autres villes, mais beaucoup de difficultés ont commencé avec les travaux du tram. Bon, tout le monde se satisfait du tram, bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu des petites difficultés apparemment, mais ça c'est autre chose. Mais normalement, ça fonctionne assez bien. Il y a eu le tram avec les déplacements des espaces de livraison, par exemple, les changements de voies, notamment autour de la gare. Il était parfois un peu difficile, quand on est consommateur, de pouvoir un petit peu s'y retrouver. On avait ça, et après, on a eu, bien évidemment, c'est un lieu commun, mars 2020, où on se retrouve avec une crise sanitaire, et une crise sanitaire qui a vécu sa propre vie, et malheureusement qui la vit encore, mais qui a induit aussi des conséquences sur l'activité en général, avec plus de touristes, par exemple, un recours au télétravail. Alors si on ajoute la crise sanitaire et ses conséquences, les travaux, on se retrouve actuellement avec un bon nombre, ou en tout cas de nombreux locataires qui viennent à souffrir, car on le sait bien, les gens ont fait, avant de se lancer dans une activité, ils ont fait un business plan. Et dans le business plan, la crise sanitaire que nous avons vécue avec la Covid-19 n'était pas forcément prévue. Donc, ils ont accepté, par exemple, un montant de loyer qui était relativement important, mais parce que
ils estimaient pouvoir avoir des rentrées d'argent suffisantes pour pouvoir faire face à ce loyer. Et là, on se retrouve mars 2019 avec déjà des fermetures. Alors, l'Horeca à côté, voilà, mais il y a aussi toute une partie des activités qui ont pu rouvrir un peu plus tôt que l'Horeca, mais néanmoins, il y a toujours eu une partie où l'activité a été, il était un peu plus possible d'avoir de l'activité à cause des fermetures administratives. Nous avons repris pour 15 jours à peu près à la fin de l'année, juste après Noël et jusqu'au 10 janvier à peu près. Donc, on s'est retrouvé avec des fermetures, mais encore une fois, ça, pour vous, c'est totalement évident, il y a eu l'entre-deux. Il y a eu la période entre ces deux fermetures administratives où là encore, bah, pour beaucoup d'exploitants, pour beaucoup d'artisans, il y a eu d'immenses difficultés parce que, comme je l'ai dit, on a fait face à une chute de la fréquentation parce que d'autres habitudes se sont mises en place. Ça peut être pour certains d'avoir fait encore plus appel à tout ce qui est e-commerce. Ça peut être aussi l'achat. Je pense que certains d'entre vous travaillent dans le domaine de l'esthétique. Ça peut être, oui, ben, on allait avant chez le coiffeur tout le temps, mais maintenant, eh ben, on va dans telle ou telle boutique où on vend des produits qu'on nous dit professionnels ou semi-professionnels, et donc on fait une coloration tout seul, on achète une tondeuse et on se fait une coupe un peu militaire. Voilà, donc il y a eu des changements qui font que les difficultés ne sont pas juste sur les deux périodes de fermeture administrative, mais se trouvent également disséminé sur tout cet entre-deux et bien évidemment encore maintenant. Et ce qui peut arriver, c'est que dans un cadre comme ça, ben donc on s'interroge sur son business et on essaye de trouver des solutions. Essayer de trouver des solutions, mais ça va être comme nous le verrons, euh, trouver un nouvel équilibre, par exemple contractuel, parler à son bailleur, mais ça peut être aussi, dans les cas les plus délicats, les plus difficiles, on sort des lieux loués et on espère retrouver un autre local à louer. Donc ça, c'est toujours les deux étapes. D'abord, on se parle, on négocie, et après, si on se dit non, le contrat ne peut plus être exécuté parce que nous n'avons plus les rentrées d'argent nécessaires, alors là, il faut imaginer une sortie des lieux loués en vue d'une nouvelle location. Rien n'est impossible, mais tout comme pour le contrat, vous avez le contrat de bail initial, vous avez été deux pour le négocier, vous avez été deux pour le signer. Là, le cas échéant, bien évidemment, il faudra être aussi deux pour sortir du contrat, pour renégocier ou négocier un nouvel équilibre contractuel. Et ça, je pense que ce sont les deux points les plus importants. Et vous l'avez déjà compris quand j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Oui, c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire, notamment pas avec son bailleur, parce que si on fait la politique de l'autruche avec son bailleur, les difficultés vont augmenter encore plus. Donc, attention à cela. Moi, je vais toujours revenir là-dessus. Il faut parler à son bailleur. Il y a des bailleurs avec lesquels il sera impossible de négocier. C'est triste. J'en serai le premier désolé, surtout pour mes clients. Mais voilà, c'est un fait. On trouvera d'autres solutions. Mais certains ont accepté dès le début de négocier, ont fait des propositions. Donc, avec un peu de chance, si vous êtes du côté locataire, vous aurez bénéficié de cela. Et si vous êtes du côté bailleur et que vous tenez un minimum à votre locataire, alors peut-être qu'il y a un effort à faire, mais on ne demande pas de diviser tous les loyers par deux, bien évidemment, mais peut-être sur une période, on pourrait imaginer un nouvel encadrement juridique limité, mais qui doit rester à l'avantage des deux. Il est hors de question de léser les droits du bailleur, mais d'un autre côté, il serait un petit peu dommage de mettre en péril l'activité du locataire en imposant des conditions issues du contrat, le contrat qui a été signé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, à un moment où on ne pouvait pas imaginer la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Donc 2020, beaucoup d'affaires, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'affaires au tribunal. Et donc,
toute une série. Donc voilà, là vous avez le plan. Vous avez le plan que nous allons plus ou moins suivre. Donc défaut de paiement, donc c'est le premier point que nous allons voir sur la jurisprudence actuelle. Le deuxième partie, ça va être sur les solutions offertes aux parties à un contrat de bail commercial. C'est ce que l'on peut faire, parce qu'on peut faire des choses. Il est possible, vous-même, avec le concours de vos conseils, de vos avocats, il est possible de faire quelque chose. Après, on a les clauses à retenir, parce que bien souvent, vous allez, après euh, cette discussion que nous avons ce soir ensemble, vous allez vous dire, ah oui, mais bon, moi j'ai X de mois de retard de loyer, ou alors j'ai entendu qu'un de mes amis a X mois de retard de loyer impayé, oui, ben, il en fera façon. C'est pas forcément aussi simple. Il faut revoir votre contrat à ce niveau-là, parce que peut-être que vous avez des pénalités également. Peut-être des pénalités de 6 mois de loyer s'il y a une carence et s'il y a un manquement aux obligations de payer le loyer. Donc vous voyez, on va y revenir. Vous avez par exemple X mois de retard et en plus les stipulations contractuelles vous mettent 6 mois en plus de pénalité parce que vous aviez votre retard de loyer. Donc on peut arriver à des montants relativement importants. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Après, il y a toute une série de clauses à retenir et après, il y a les bonnes pratiques à suivre. Vous allez me dire à la fin, oui, mais vous avez parfois parlé de l'une à l'autre chose et parfois, dans les bonnes pratiques à suivre, on va déjà évoquer celle-ci dans, par exemple, les solutions offertes ou alors le point sur la jurisprudence. Vous ne m'en voudrez pas. C'est parce que au final, on pourrait imaginer que nous avons un objet. L'objet, c'est la renégociation contractuelle, mais nous avons plusieurs éclairages différents. Donc, il est tout à fait possible que l'une ou l'autre fois, on revienne un petit peu sur ce que l'on a vu ensemble. Donc, le premier point, ça va être le défaut de paiement du loyer, mais je pense qu'on a un deuxième sondage, un Oui, troisième sondage donc à lancer. oui, alors tout à fait. Donc, il y a le résultat du sondage sur le paiement Déjà, du loyer. Donc là, il y a donc une personne qui a des difficultés toujours actuelles, hein, ouais, qui n'a ouais. pas su encore résoudre cette difficulté. Et il y a donc 3 personnes qui ont eu des difficultés, mais c'est résolu. Ensuite, il y a 5 personnes qui n'ont pas eu de difficultés. Et il y a toujours 18 personnes qui n'ont pas répondu. Voilà, donc, Alors, voilà. Et peut-être on va lancer oui, avant que vous oui, réagissiez, maître, on va peut-être lancer monsieur, ouais. le troisième sondage pour la partie, voilà, comme ça sera lancé. Monsieur Cabot, j'ai juste une petite question à vous Oui, poser. Je suppose bien sûr que tous les sondages sont anonymes. Donc, tout- donc oui, les gens peuvent répondre sans problème. oui, oui, tout à fait. On Oui, fait aucun traitement donné non, je m'en doute bien. sur les Mais c'est pour sondages. rassurer. Voilà. C'est pour rassurer les gens qui sont avec nous ce Oui, soir. oui, 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 non, non, il n'y a pas Donc voilà, ça reste on peut en répondre sans confidentialité, oui. difficulté. On peut répondre sans difficulté aucune alors. Donc, le premier point que nous allons voir, donc, c'est le défaut de paiement du loyer, c'est le manquement le plus évident, c'est le manquement qui arrive malheureusement le plus facilement et le plus souvent. Ce qu'il faut bien se rappeler, et j'ai repris une jurisprudence, vous la voyez, elle est extrêmement récente, 14 janvier 2021. Toutes les jurisprudences qui vous seront citées ce soir, aucune n'a plus de 5 mois, je crois. Je suis quasiment sûr même. Donc, on nous cite, on nous donne encore la règle de base, hein, qui est l'obligation de payer le prix du bail constitue l'obligation principale pesant sur le preneur. Donc, la première chose qu'on doit faire quand on est preneur, c'est payer son contrat de bail. C'est payer son loyer. Le reste, ça sera après. Le bailleur doit délivrer la chose, il vous donner les clés, il doit vous dire, bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tel courant fort, il y a tel courant faible, et voilà, comment mon local est constitué. Quand il a fait ça, quand le local est habitable, exploitable, alors la première obligation du locataire, du preneur, ça va être de payer. Et vous le voyez, comme la jurisprudence le dit, tout de suite, le défaut de payer le loyer aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail. On ne peut pas faire plus simple. Si on ne paye pas son bail, alors son loyer, pardon, si on ne paye pas son loyer, alors on se retrouve dans un cas de manquement contractuel et on encourt la résiliation. Ça veut dire que vous perdez votre contrat. Vous perdez le contrat de bail. Si vous perdez le contrat de bail, vous perdez aussi votre fonds de commerce. Donc vous avez travaillé 10 ou 15 ans à faire un fonds de commerce et vous pouvez totalement le perdre.
Donc là, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Donc, et à la fin, la justification, c'est le bailleur est en droit et peut demander le paiement des loyers parce qu'il n'a pas à attendre, quoi qu'il arrive, il n'a pas à attendre le bon vouloir en gros de son locataire à payer ou payer tel ou tel jour. Non, non, on doit payer le jour où c'est prévu dans le contrat. Donc ça, c'est le très grand principe. Et alors, on se retrouve mars-avril 2020, notamment, on va faire les périodes les plus courtes, hein, je ne prends même pas l'Oreca, mais on prend les périodes les plus courtes. On se retrouve avec la situation exceptionnelle que nous connaissons tous et dont on se souvient tous, hein, avec des fermetures administratives obligatoires. Et là, donc, les gens ont commencé à ne plus payer, certains locataires n'ont plus payé leur loyer. Donc, on se retrouve avec beaucoup de jurisprudence qui émane quasiment toute du tribunal de paix de Luxembourg, rendue par plusieurs juges. Il n'y a pas un juge qui a statué seulement dans un sens. On pourrait dire oui, mais c'est un juge avec il y a une volonté d'un juge de sa part d'aider les locataires, les preneurs. Non, ce n'est pas une volonté d'un seul juge. C'est plusieurs juges. On a pu en repérer au moins 3 qui ont rendu des décisions qui vont dans le même sens. Alors, je vous le dis tout de suite pour ne pas que vous soyez effrayés. Je ne vais certainement pas expliquer les raisons juridiques qui ont poussé les juges à agir dans ce sens-là. Je vous dis tout simplement pourquoi. Si je prends le premier jugement dont nous allons parler, il fait 9 pages. Et 9 pages, et la solution à la fin, c'est pour les mois considérés par les fermetures administratives, le locataire n'a pas à payer son loyer. Donc, si je prends, et ce jugement, donc comme dit, ne fait que 9 pages. Donc vous allez me dire un jugement relativement assez limité en taille. Et on se retrouve avec un jugement du 3 février 2021 qui lui fait 34 pages. Et on a des jugements de 25 pages, de 26 pages. On a des jugements relativement importants et tous ne suivent pas forcément la même logique. Ce n'est pas un copier-coller. Les juges n'ont pas fait un modèle et on a changé les noms et tout ça. Non, les jugements que nous avons eus, et je pense qu'on a fait à peu près le tour des jugements qui sont sortis, chacun a sa propre logique, chacun a son propre raisonnement, même si la solution est relativement la même, suspension des délais, donc on n'a pas besoin de payer les délais, on est délié de ses obligations pour les mois soumis aux fermetures dues à la Covid-19. Donc, je ne vais pas vous exposer ce soir les différents raisonnements qui ont poussé les juges à trancher de cette manière-là. Pourquoi? Parce que d'une part, nous sommes en première instance, toutes les décisions, ou quasiment, je pense, sont frappées d'appel. Donc, ce sera au tribunal d'arrondissement maintenant de voir quelles solutions sont à retenir. Après, on a des décisions, je dis, c'est toujours la même solution, mais parfois le raisonnement est un petit peu différent. Donc, il faut laisser faire la jurisprudence, il faut laisser faire maintenant le tribunal d'arrondissement pour voir quelle sera la position qui devra être arrêtée. Au reste, je ne vous le cache pas, ce sont des concepts juridiques qui ont parfois ont été un petit peu, je dirais pas malmenés parce que ce serait pas gentil, mais parfois qui ont été tirés, parfois qui ont été un peu pressés, et on parle du droit français, du droit belge, on parle du droit luxembourgeois, et à la fin on a une solution. Parfois la lecture, et on se dit oui, on comprend, parfois la lecture du jugement est un peu plus délicate, et peut-être que l'un ou l'autre de mes confrères auront à redire par rapport à la façon dont les juges ont raisonné lors de l'une ou l'autre des décisions. Donc, nous, on va faire quelque chose de beaucoup plus alors, ludique. Peut-être pas, j'ai peut-être un peu exagéré hein, en vous disant ludique. Attendez, on va essayer de passer. Non, 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 ça va pas. C'est pas celui-là que je dois faire. Voilà, je vais y arriver. Donc, on a notre premier jugement, donc 13 janvier 2021. Donc, à chaque fois, je vous ai fait une petite présentation pour savoir en gros de quoi on parle. Donc, on est en magasin, donc on n'est bien sûr pas dans un bar.
Ça fait partie des jugements dont la presse a parlé. Ça fait partie des jugements dont certains se sont gargarisés en disant oh, mais de toute façon, on a gagné, on a gagné, on a gagné. On a gagné quoi? On n'a peut-être pas gagné tant que ça. Vous l'avez vu, le contrat est résilié, le contrat de bail est résilié. Donc, l'activité qui était exploitée dans les lieux loués tombe. On se retrouve avec une dispense de loyer pour les 2 mois de 50%. Alors, c'est un peu une blague pour les 50%. Je vous le dis en 2 secondes. L'avocat qui plaidait pour le preneur dit oui, mais de toute façon, c'était la crise, les fermetures administratives, on ne pouvait plus. Et ben, madame le juge, au moins, faites une réduction de 50% des loyers. Et le juge, un petit peu, se dit mince, je ne peux pas faire plus, sinon je ne respecte pas un des grands principes, principes directeurs du procès, mais ça, je vous en fais grâce. Il dit si il me demande de réduire que 50% et pas 100%, je me retrouve un petit peu limité par la demande qui m'est faite, et donc je ne peux réduire que de 50% le loyer. Alors que le juge, dans sa tête, s'est dit, s'il me demande 100% de réduction, j'accorderai 100% de réduction. La preuve, tous les autres jugements nous ont fait 100% de réduction. Et là, l'avocat était un peu timide, je pense, un petit peu, et s'est dit, allez, déjà, si j'obtiens 50% pour mon client, on fait encore une bonne affaire. Ah, l'affaire, la mariée aurait pu être plus belle, si vous me passez l'expression, et on aurait pu avoir 100% de dispense, et là, on n'a eu que 50% de dispense. Mais, et c'est les deux prochaines lignes, et on va le faire à chaque fois cet exercice-là, sur lequel je vais attirer votre attention. On avait des arriérés de 27 000 euros. Et il y a une indemnité de relocation. L'indemnité de relocation, c'est le temps qui est prévu pour pouvoir trouver un nouveau locataire quand le locataire précédent sort des lieux loués. Et là, on se retrouve avec un montant de presque 40 000 euros à verser et avec, vous l'avez vu, déguerpissement. Ça veut dire qu'on doit quitter. Le contrat de bail est résilié dans ce cas-là et on doit quitter les lieux loués. Donc, c'est une victoire un petit peu à la Pyrrhus, hein. C'est pas une vraie victoire tout ça, hein, parce qu'il y a un moment, la société, on va y revenir, mais la société, il faut bien qu'elle verse les 40 000 euros et elle perd son bail. Elle perd son bail, elle perd son activité. Donc là, il faut se remettre sur un autre local et peut-être pas dans la même ville, donc on perd carrément son fonds de commerce. Donc là, assez embêtant. Mais si on retient de ce jugement, on va retenir deux éléments importants, et je pense que ça, c'est le seul en plus qui en parle. Dispense de loyer, tant pour la première fermeture administrative que pour la deuxième fermeture administrative. Ça, c'était intéressant. Dans les autres jugements qu'on a pu voir, c'était pas forcément aussi clair que ça. Et là, le juge l'a admis pour les deux fermetures administratives. Donc ça, c'était quand même plutôt bien, quoi. Et comme vous l'avez vu, on arrive aussi à des arriérés qui doivent être également payés. Et donc là, on se retrouve avec un autre jugement donc, qui a été rendu le lendemain. Voilà, 13-14, je me trompe, mais non, 13-14 janvier 2021. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Là, on est sur un magasin. Donc, résiliation du contrat, on a une dispense, OK, pour les 2 mois, mais en revanche, il y a quand même des condamnations à des arriérés de 100 000 euros. Donc, ce sont des montants énormes, mais il n'y a pas d'indemnité de relocation dans ce cas-là, mais il fallait quand même trouver à un moment les 100 000 euros. Donc, on se retrouve avec des montants qui sont relativement quand même importants. L'intérêt de ce jugement euh, réside dans le fait que le juge a dû également voir et a dû examiner s'il était possible de faire du click and collect. Je ne sais pas si certains d'entre vous, eu égard à vos activités, ont pu avoir accès à ça ou ont pu organiser du click and collect. Et le juge dit à un moment, oui, mais bon, le click and collect ne permet pas d'avoir des rentrées d'argent suffisantes et on ne peut pas dire le click and collect était possible, donc au final, vous n'avez souffert de rien. Non, le juge estime que le click and collect, si, je, si vous me permettez de reprendre, ne saurait procurer au preneur la jouissance de la chose louée conformément à la destination prévue entre les parties. Donc, si le juge nous dit le click and collect et il y a une autre jurisprudence, le takeaway, c'est pas l'activité. C'est pas l'activité à laquelle on est habitué. Ce n'est pas l'activité qui permet de dire on a une jouissance des lieux loués par rapport à leur destination. Autre chose que l'on nous dit, on nous dit, mais attention, attention,
faut distinguer quand même la partie fermeture administrative de ce qui se passe. Bien sûr, ce qui se passe avant, mais de ce qui est passé entre-temps. Et le juge, là, les juges sont relativement cinglants et nous disent, de toute façon, à partir du moment où vous avez pu réouvrir, vous devez payer intégralement le contrat de bail, le loyer. Vous ne pouvez pas dire, ah mais ma bonne dame, les temps sont durs, donc je ne paye pas mon loyer. Non, l'obligation revient à plein régime quand on a pu réouvrir, donc les périodes post-confinement. On ne peut pas, sauf accord avec le bailleur, bien évidemment, ça on va le voir tout à l'heure, mais s'il n'y a pas d'accord avec le bailleur, on ne peut pas dire, ben, les temps sont durs, donc euh, vous devez faire un petit effort. D'ailleurs, et je reviens un petit peu pour vous trouver une jurisprudence qui était relativement importante. Voilà, comme l'a dit M. Cabos, toutes les jurisprudences, de toute façon, il y aura un texte qui va circuler après pour que vous puissiez les retrouver. Moi, je vous dis, on ne peut pas, il faut négocier, essayer de trouver une négociation avec son bailleur. Jugement du 21 janvier 2021. S'il est vrai que le bailleur doit faciliter à son locataire l'exécution de ses obligations en lui procurant toute la collaboration nécessaire, il n'a cependant aucune obligation de renégocier sur le principe de la bonne foi, la sollicitation du preneur n'ayant aucun caractère contraignant. Donc, vous pouvez très bien dire, on essaye de faire quelque chose, mais la jurisprudence est très très claire. Si votre bailleur ne veut pas négocier, alors vous ne pouvez pas le contraindre à négocier. Comme je le dis tout le temps, pour s'entendre, il faut être deux. Eh bien oui, voilà, cette matière n'échappe pas à la règle générale. Pour s'entendre, il faut au moins être deux. Donc, vous voyez, on se retrouve avec déjà un deuxième jugement, avec des obligations relativement lourdes en termes de paiement. Donc, on va continuer avec, vous voyez, encore une fois, on se retrouve avec résiliation, déguerpissement, et encore une fois, là, on se retrouve avec 150 000 euros à payer par la société. Donc, vous voyez, des montants relativement importants. Et je dis la société, je pense que certains d'entre vous sont dans ce cadre-là. Oui, la société est engagée. C'est la société qui a signé le contrat de bail. Mais dans le cadre du contrat de bail, il est tout à fait possible que, par exemple, le gérant soit également impliqué et qu'il soit également garant des sommes qui n'ont pas été payées par la société. Donc, ce sera les clauses que nous verrons tout à l'heure en disant attention à certaines clauses. Mais on se retrouve donc à titre personnel à avoir 150 000 euros de dette. Ben là, je pense qu'il faut commencer à faire des photos de la maison. Excusez-moi d'être un peu abrupt. Il faut commencer à faire des photos de la maison en disant que ça fera peut-être des souvenirs. Parce que si vous vous retrouvez avec 150 000 euros de dette, sauf si vous pouvez, mais si vous avez d'actifs, je veux dire, si vous pouvez les payer, mais si vous pouviez les payer, vous n'aurez pas de retard de loyer et vous auriez payé les loyers. Donc là, on se retrouve dans une situation un petit peu exsangue où on peut se retrouver à titre personnel avec des montants, comme vous l'avez vu, de 150 000 euros à verser. À ce cadre-là, dans ce cadre-là, je vous le dis, mais vous le relirez dans le document qu'on va préparer. Si vous êtes dans un cadre comme ça actuellement, dites à votre avocat, si vous êtes en contentieux notamment, et si vous êtes en tant que garant, posez-lui la question, est-ce que la partie qui vous a cité en justice a agi de la bonne manière? Parce qu'il y a des jugements qui sont encore, qui viennent de tomber. Est-ce on peut mettre dans une même affaire le preneur, donc votre société, et en même temps le garant? Est-ce qu'on va tous les deux devant la justice de paix ou pas? Ça, le juge vient de dire non. On ne peut pas être attrait de la même façon, en tout cas. Il y a un problème d'introduction de la demande. Ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit, parce que ça, je pense que c'est un moyen d'ordre public. Donc ça, à la rigueur, vous pourrez l'opposer lors d'une action en justice. Si vous êtes garant, gardez toujours bien ça en justice. Si vous êtes garant, faites attention au mode d'introduction de la demande et voyez avec votre conseil juridique habituel ce qu'on peut faire et bien vérifier est-ce que le bailleur notamment vous a attrait de la bonne façon ou pas en justice. Ça peut être pour vous, ça peut vous sauver quelques mois ou quelques années, c'est pas totalement négligeable. Et dans ce jugement également là, on nous expliquait que les livraisons et les takeaways ne suffisaient pas, ne rapportaient pas des sommes suffisantes pour pouvoir euh,
générer des fonds et donc pouvoir avoir une jouissance totale des lieux et donc devoir payer son loyer. Autre cas, et vous voyez, donc on se retrouve encore une fois avec des résiliations, des déguerpissements, et là encore une fois avec des montants relativement importants. Dans ce cadre-là, on avait, dans ce jugement-là, c'est assez intéressant, dans ce jugement-là, on avait imaginé avant faire une proposition en disant oui, mais attention, est-ce qu'on ne pourrait pas coupler le loyer et le chiffre d'affaires? Donc, l'idée n'est pas mauvaise, mais alors le juge a répondu de manière sanglante. Le chiffre d'affaires doit être déconnecté de la réduction des loyers. Il n'est pas un paramètre opérant. Donc, quand on est devant le juge, c'est un peu trop tard de dire Madame le juge, regardez mon chiffre d'affaires, blablabla. C'est un peu trop tard. En revanche, surtout actuellement, si vous êtes dans le cadre de renégocier un contrat ou de prendre une nouvelle surface en location, on pourrait peut-être imaginer que vous ayez des clauses qui intègrent également le chiffre d'affaires. C'est ce que l'on a dans les baux commerciaux en France, les clauses recettes pures ou les clauses binaires, une partie fixe, une partie variable, et le variable étant sur le chiffre d'affaires. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont dans des surfaces commerciales, L'Oche d'Or, Belle Étoile, Auchan Kirchberg, je pense que ce sont des choses que vous avez le cas échéant dans vos contrats, et donc vous avez toujours une partie variable et une partie liée au chiffre d'affaires que vous devez faire remonter de temps en temps à votre bailleur. Donc, là, c'est d'un intérêt de ce jugement de dire voilà, s'il faut faire quelque chose, c'est avant, ce n'est pas au moment où on va plaider qu'il faut commencer à dire non, je dois payer moins de loyer parce que j'ai moins de rentrée d'argent. Comme le dit le juge, le chiffre d'affaires est déconnecté de la fixation du loyer. On arrive quasiment à la fin de notre petit panorama de jurisprudence. Et vous voyez, encore une fois, déguerpissement, résiliation, vous avez compris maintenant ce que cela voulait, ce que ça signifie. Euh, donc voilà. Et donc maintenant, j'espère, ou je pense en tout cas, que tout ce que vous avez pu lire dans la presse, où on avait des colonnes pleines, où on dit victoire des locataires sur les preneurs, les locataires ne doivent plus payer les loyers, je pense que le propos doit être plus que modéré, parce que vous avez vu, tous ces gens-là ont perdu leur bail commercial. Après, on va voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer en appel. Ça risque d'être compliqué en appel. Donc les montants que vous avez là, excusez-moi, je vous montrerai parce que nous on a un grand écran avec les différents slides, excusez-moi. Tous les montants que vous avez vus chez vous, tous les montants pourraient être vus à la hausse de 2, 3, 4 mois de loyer en plus, suivant le nombre de mois de fermeture administrative. Et si on prend l'ORECA par exemple, on pourrait avoir une facture qui s'alourdit largement en appel. Donc, ça, je pense que c'est... Voilà. C'est le dernier slide sur les jurisprudences. Une jurisprudence donc du 8 décembre 2020, avant le set de jurisprudence que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc, le juge en appel, les juges d'une façon générale, ne peuvent toiser, ne peuvent examiner que les arguments que les justiciables, que les plaideurs, que les avocats leur donnent. Donc, 8 décembre 2020, forcément, on n'était pas avec les raisonnements que nous avons eus dans les différents slides que nous avons passés, dans les différentes décisions que nous avons passées tout à l'heure. Néanmoins, on a une position 8 décembre 2020. Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal retient que les locataires ne sont dès lors pas libérés de l'exécution de leur obligation dans le paiement des loyers pour la période de confinement et que ces loyers sont dus. Il se pourrait, il se pourrait, ou alors que le tribunal fasse une pirouette pour, sans se déjuger 4 mois plus tard ou 5, 6 mois plus tard, trouver une solution pour ne pas se déjuger par rapport à ce qui a été toisé il y a 5 mois maintenant, et peut-être suivre la position des juges de paix telle qu'elle a été vue dans les 5 jugements que nous avons examinés à l'instant,
Maintenant, je pourrais craindre pour mes clients locataires que cette jurisprudence que nous avons devant les yeux sera opposée par le tribunal d'arrondissement et que dans un cadre comme ça, si on leur dit les deux mois, par exemple, les 2 mois mars-avril 2020, vous ne les avez pas payés et vous devez 30 000, je peux imaginer qu'avec cette jurisprudence-là, on va avoir les montants et les montants revus à la hausse parce qu'on va dire les mois là, vous devez les payer. Les mois Covid, on peut dire, les mois Covid, vous allez devoir les payer. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est un panorama pas très heureux que je vous propose là. Malheureusement, c'est la vérité. Donc maintenant, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce panorama? Donc, alors, à modérer avec seule la première période de fermeture administrative est prise en compte. Donc, pas la première période, donc les deux périodes, hein. Mais donc, ça veut dire que les périodes post-confinement, on retrouve les obligations à maxima. Et donc, si votre loyer est de 10 000, vous devez payer 10 000 dès la période post-confinement, quand bien même vous êtes devant certaines difficultés. Un fait évident, sévérité extrême des juges concernant les arriérés de loyer antérieurs à la crise. Si vous aviez 2, 3, 4, 5, 6 mois de loyer non payés avant la crise, donc avant mars 2020, là, les juges vont regarder ça avec une immense sévérité. Comme je l'ai dit, la baisse du chiffre d'affaires ne permet pas d'obtenir une diminution du loyer en justice, mais peut-être que là, vous pouvez peut-être essayer de négocier une clause, en revanche, clause binaire, comme je l'ai dit, clause recette. Voilà. On peut imaginer une clause, comme je l'ai dit, ceux qui sont dans les surfaces commerciales ont parfois, les galeries commerciales ont parfois ce genre de clause. Et donc, oui, paiement intégral du loyer, mais ça revient un petit peu, paiement intégral du loyer pour tout ce qui est hors période Covid, hors des périodes de fermeture. Enseignement à tirer aussi, c'est extrêmement intéressant, ex, euh, enseignement également à tirer, c'est sur l'indemnité de relocation. Je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. L'indemnité de relocation, c'est le temps pour louer, relouer, remettre sur le marché et trouver un nouveau locataire. Deux possibilités. Votre contrat en parle, votre contrat n'en parle pas. Votre contrat n'en parle pas, ce sera au juge de décider si oui ou non il y a une indemnité de relocation à avoir et le cas échéant un montant à allouer. Votre contrat en parle. Là, attention. Parce qu'en général, on va se retrouver avec 6 mois, une indemnité de 6 mois à verser et le juge estime que 6 mois, c'est normal, c'était la loi des parties, il n'y a pas à modérer, il n'y a pas à descendre ce montant-là. Donc, si dans votre contrat, et ça je vous invite à le voir le plus rapidement possible pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, si vous avez une clause qui s'appelle indemnité de relocation, ou si vous avez une clause qui s'appelle clause pénale, regardez exactement ce que ça veut dire. Donc, soyez très vigilants, parce que si c'est 6 mois à 10 000 euros, vous allez être condamné à 60 000 euros plus les arriérés de loyer. Donc, si vous êtes gérant avec un engagement personnel, ça va retomber sur votre tête. Donc, attention à cela. Ça me semble extrêmement important. Un autre point sur lequel je pense qu'il faut être extrêmement important, pour être prêté vraiment la plus grande attention, c'est que votre bailleur, désolé, là, je vais parler pour les locataires, pour les preneurs, hein, si vous avez fait du click and collect pour une activité esthétique, vous avez vendu des shampoings, vous avez vendu ce genre de choses, ou si vous avez fait dans votre activité du takeaway d'une façon ou d'une autre, les juges nous disent non, ça ne suffit pas à faire du takeaway, à faire du click and collect, ça ne suffit pas pour avoir des revenus suffisants pour dire qu'on pouvait avoir une activité tout à fait normale. Ok, ça on l'a vu ensemble. Attention à un point. Attention à un point, et là c'est dans le discours qu'il faut avoir avec son bailleur. Attention à la déspécialisation. La déspécialisation, c'est quoi? C'est vous avez dans votre contrat de bail commercial, vous avez l'activité qui est mise dans le contrat de bail commercial, vous avez votre voilà, les lieux sont loués pour telle activité. Si maintenant vous faites complètement autre chose, votre bailleur, peut-être avec un certain succès, pourrait dire, mais attendez,
moi, je vous les ai loués quelque chose, je veux dire n'importe quoi, euh, un restaurant par exemple, et vous ne faites que de la vente à emporter de boissons chaudes. C'est pas la même activité. Donc là, il faut, vous allez me dire maintenant, c'est trop tard, hein, c'est passé. Mais si on devait reprendre un jour une activité de ce type-là, une activité un peu alternative, hein, il faut, à mon avis, se mettre d'accord avec son bailleur pour dire, écoutez, nous, on veut s'en sortir, nous, on va faire des démarches, nous, on veut faire blablabla. Mais donc, ne venez pas maintenant nous quereller, ne venez pas nous embêter en disant, ah, mais attention, vous n'avez pas respecté le contrat de bail sur cette base-là. Parce que j'avais une activité, en fait, j'utilise les locaux pour un autre type d'activité de façon temporaire pour libérer des fonds, libérer de la trésorerie, avoir plus de trésorerie et éventuellement faire face à certaines obligations. Je pense que là, il faut avoir une discussion avec son bailleur. Renégociation du loyer, ou d'autres clauses contractuelles, de toute façon, c'est la première approche qu'il faut avoir. C'est on prend son téléphone, on va avec le bailleur, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut décider de nouveau. Alors, quels sont les leviers que l'on peut utiliser? Même si je vous ai dit la baisse du chiffre d'affaires, quand on est devant le juge ne veut pas forcément entendre parler de ça, mais votre bailleur, vous pouvez lui dire, écoutez, nous, on est ouvert actuellement sur le mois d'avril, on est, voilà, quand vous ferez votre courrier, on est le 5, 8, 9, 10, 15 avril, mai, pardon, mai. Voilà, et en caisse, on a encaissé par exemple 850 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que le mois d'avant, on avait fait ça, et le mois d'avant, on avait encore fait ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas avoir peur de donner ce genre d'indication parce que votre bailleur, de toute façon, il sait très bien que si le 15 mai, vous avez fait 850 euros de caisse, la fin du mois, vous ne pourrez pas payer votre bail, votre loyer. Donc là, il ne faut pas hésiter à indiquer qu'il y a des difficultés et il faut vraiment mettre carte sur table en disant, voilà, nous avons des difficultés pour payer parce que nous avons une baisse drastique du chiffre d'affaires. Et là encore, parce que je l'ai vu, je l'ai fait pour des clients, il ne faut pas non plus hésiter à dire, OK, on a eu des aides. On a eu des aides. Regardez, nous, on était éligible à telle aide et nous avons eu tel montant. Et bien souvent, si on prend l'année qui s'est écoulée depuis mars jusqu'à maintenant, quand bien même vous avez eu les uns et les autres des aides, et je vous le souhaite, ça ne peut normalement en rien correspondre à un loyer, enfin à plusieurs mois de loyer. Donc, mettez carte sur table et n'hésitez pas à dire, OK, baisse du chiffre d'affaires, on a eu des aides, mais regardez, ça ne peut pas aller. L'autre point, c'est l'incitation fiscale. Et ça, il y a eu des incitations fiscales déjà par le passé. Et là, il y en a une nouvelle. Il y a un projet de loi qui est en discussion actuellement où on prévoit une incitation fiscale. Et donc, dans certains cas, les bailleurs pourront avoir une déduction fiscale qui va, sauf erreur de ma part, suivant le projet de loi, maintenant il y a tout le processus législatif qui va être mis en place, on peut aller, d'après ce que j'ai vu, jusqu'à 15 000 euros. Donc, il y a tout un mode de calcul pour qu'il puisse déduire les 15 000 euros. Donc, là aussi, vous pouvez dire, bah, au moins faites ça, que ce soit neutre. Vous aurez un avantage fiscal à hauteur, si ça reste comme ça, 15 000 euros. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas négocier un petit peu pour que à la fin tout soit neutre et que moi j'ai donc un peu moins de loyer à payer et vous, il n'y aura pas d'impact sur vous en tant que bailleur. L'autre solution, toujours dans le cadre de la renégociation, c'est peut-être réduire une surface commerciale. S'il y a une possibilité que vous puissiez abandonner une partie, ben voilà, s'il y a deux possibilités d'entrée, on peut peut-être refaire un cloisonnement pour que votre surface commerciale soit, la surface louée, soit moins importante et donc on se retrouve avec un loyer qui soit euh, modéré par rapport à ce que vous avez actuellement. Une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, mais là ça peut être à la hausse ou à la baisse, hein, ça peut être aussi de se dire, mais alors est-ce qu'on ne devrait pas aussi renégocier sur d'autres clauses? Le loyer, parfois les gens, parce qu'ils ont des obligations aussi, ils vont peut-être avoir du mal à toucher au loyer, mais on peut peut-être le coupler avec autre chose en disant oui, mais attention, baissez un petit peu votre loyer, le loyer que vous me demandez, mais moi j'augmente la durée du bail, par exemple, on fait un avenant, on augmente la durée du bail, ou alors on diminue la durée du bail. Le cas échéant, si on se retrouve à aller, par exemple, bientôt sur les 9 ans, on repart sur euh, on était à 6 ans, on veut repartir sur 9 ans, avec l'éviction, par exemple, qui viendra se poser,
ceux qui ont suivi les choses qui se passent sur l'indemnité d'éviction, ça peut être assez intéressant. Donc, on pourrait très très bien imaginer, ok, donc on tient encore 1 an ou 2 ans, on va à 7 ou 8 ans, et à 8 ans, on va partir. Et comme ça, le bailleur se dit, moi, j'ai pas d'indemnité d'éviction à donner, on n'a pas passé la durée des 9 ans, pour moi, c'est une bonne affaire. On peut négocier sur ce genre de choses. De même, et je ne sais pas si vos contrats le prévoient, mais nous, on essaie, en tout cas quand on est du côté bailleur, de le prévoir de plus en plus. Il peut y avoir également des gratuités qui existent. Vous avez eu une gratuité peut-être d'1 mois pour emménager, parce que vous avez fait des aménagements qui sont relativement lourds, mais peut-être qu'à 3 ou 6 ans, vous aviez une deuxième gratuité, 1 mois de gratuité ou plus, je vous le souhaite si vous êtes du côté locataire. Vous êtes des locataires. Et peut-être que cette gratuité-là, qui était à la 6e année, on pourrait peut-être un petit peu essayer de l'avancer à 4 ans ou 5 ans. Et donc, bien sûr, on renoncera à la gratuité qui était prévue, par exemple, à 6 ans. Donc ça, je pense que ça peut être aussi un moyen pour essayer de convaincre le bailleur de diminuer le loyer. Après, c'est le point 2, cession du droit au bail. Donc ça, c'est quand vous avez vous exploitez une activité, mais vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'espoir de vendre un fonds de commerce. Donc vous dites, bah oui, mais bon, moi je ne peux pas céder mon fonds de commerce parce que personne n'en voudra, pour une raison X ou Y, qui est un peu indépendante pour aujourd'hui. Donc personne ne voudra du fonds de commerce, mais en revanche, j'ai un contrat de bail, je l'ai signé il y a 2 ans, 3 ans, il va encore courir sur X années. Donc ça peut être intéressant. Ça, je peux essayer de le vendre. Donc ça peut être intéressant et donc bien évidemment ça renvoie à tout ce qu'on avait vu sur la cession du fonds de commerce et euh, du l'interdiction de cession du contrat de bail. La clause est valable seulement si on ne vend pas le fonds de commerce ensemble. Si vous avez une clause interdisant la vente du contrat de bail ou la cession du contrat de bail, si vous le cédez ensemble avec votre fonds de commerce, l'interdiction contractuelle tombe. Mais ça, ce sont des choses qu'on pourra revoir euh, le cas échéant. Donc, céder son contrat à un tiers, ça permet aussi de se dire, ben voilà, on ne pourra plus exécuter, on ne pourra plus utiliser les lieux ici en cause, mais en tout cas, on pourra s'en sortir en vendant, en vendant le contrat de bail, en faisant une cession du contrat de bail. Et bien évidemment, si vous faites en même temps une cession du fonds de commerce, là, c'est encore mieux parce que là, vous allez certainement valoriser plus, donc vous allez vendre plus cher. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. L'autre possibilité, c'est sous-louer les lieux loués. Alors là, vous allez me dire attention. Et je vous dirais, oui, vous avez raison de dire attention. La sous-location des lieux loués, vous vous souvenez très bien de ce que dit la loi, hein. La loi nous dit qu'il faut, pour pouvoir sous-louer, donc on a un bailleur, un locataire, sous-locataire, hein. Donc là, vous vous retrouvez dans le lien juridique locataire-sous-locataire. Et si vous louez, par exemple, entre bailleur et locataire à 100, forcément, à votre sous-locataire, vous ne pouvez pas demander plus que 100. Donc, si on arrête là, je vous dirais, ok, c'est bon. Peut-être que vous, pour des raisons qui vont vous appartenir, vous allez dire, oui, mais si je loue à 110 à mon sous-locataire, c'est aussi bien. Attention, attention de ce que prévoit la loi du 3 février 2018 concernant la sous-location. La sous-location plus onéreuse que la location, donc le rapport bailleur-locataire, locataire-sous-locataire, le locataire peut louer plus cher que ce qu'il ne loue à son bailleur, seulement s'il a fait des investissements spécifiques. C'est ce que nous dit la loi. La loi nous parle d'investissements spécifiques. Jugement du 10 mars 2020 rendu par le tribunal d'arrondissement, donc siégeant en matière d'appel. On nous parle des aménagements spécifiques directement liés à l'activité du sous-locataire. Donc, ce sont des aménagements spécifiques. Donc, déjà, savoir ce qui peut entrer sous aménagement spécifique. Et en plus, la jurisprudence rajoute une condition directement liée à l'activité du sous-locataire. Donc, vous voyez, si on parle de sous-location des lieux loués, attention à ce qu'on fait. Si, en fait, on se retrouve avec des montants les mêmes, il n'y a pas de problème, c'est neutre, il n'y a pas de difficulté. Si vous, pour une raison qui est la vôtre, vous voulez avoir un loyer supérieur au loyer que vous payez vous-même à votre bailleur, attention aux investissements spécifiques directement liés à l'activité du sous-locataire, sinon vous risquez d'être querellé un petit peu sur ce point-là. C'est sur, c'est sur les slides 16, oui, 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 oui.
on va alors, voilà. Oui, j'étais resté sur le plan. J'avoue. J'étais resté sur le plan. Euh, donc voilà, ben, vous avez en plus la référence exacte du jugement. Donc voilà, donc c'est vraiment un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant parce que ben, sinon il faut rendre l'argent. Tout simplement, avec la difficulté que si vous faites une sous-location partielle en disant ben, moi j'ai j'ai trop grand, donc je vais sous-louer une partie. Déjà, deux choses, on va se retrouver de toute façon avec cette règle sur les investissements spécifiques. L'autre chose, et ce n'est pas parce que j'ai parlé 35 secondes de fiscal que je suis fiscaliste, ce n'est pas ma matière. Si vous faites une sous-location et si vous êtes soumis vous avez une option TVA dans votre bail, si votre bail, votre loyer est soumis à TVA, je pense que peut-être passer un petit coup de téléphone à l'administration concernée pourrait être intéressante pour ne pas qu'ils vous considèrent à un moment comme un autre comme colocataire. Parce que l'administration fiscale, parfois, fait certaines difficultés quand on est en colocation. Et elle a dit non, donc l'option TVA pourrait sauter avec toute la suite qui existe au niveau de la déductibilité de la TVA par des travaux ou des choses comme ça. Donc faites attention, si vous êtes dans une sous-location partielle, un petit coup de téléphone à l'administration d'enregistrement, ça ne pourrait pas faire de mal, je pourrais que vous le conseiller. Donc sous-location, là. Donc on arrive là. Après, c'est l'étape à laquelle on ne veut jamais arriver, la résiliation. Bien sûr, si on arrive au bout du contrat, c'est une chose. Résiliation pour faute en cas, enfin, du contrat en cours en cas de faute du locataire. Là, comme je vous l'ai dit à de multiples reprises, parce que tout le monde se fait avoir, lisez votre contrat, faites-le lire par un professionnel. Attention aux clauses pénales, attention aux indemnités de relocation, parce que si c'est 6 mois, et c'est 6 mois à 4, 5, 10 000 euros, le juge va dire c'est 6 mois. Et il va vous condamner et il n'y aura rien à faire. On pourra pleurer, on pourra aller en appel, on pourra faire ce que l'on veut. On sera condamné à 6 mois plus les arriérés de loyer. Donc la facture peut être un petit peu salée. Donc faites vraiment attention à cela. Résiliation, alors le troisième point, résiliation, indemnité d'éviction, je vais en parler parce que je vais vous donner une information. On va parler des résiliations anticipées. Je suis en cours de bail, j'ai encore X années à faire, mais je suis exsangue, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, j'arrive plus à payer. J'ai pris un contrat avec un loyer qui est, avec la situation actuelle, impayable. Qu'est-ce que je peux faire? Dans ce cadre-là, la meilleure chose est certainement de se rapprocher du bailleur pour essayer de négocier une résiliation anticipée. Ça se fait, ça se fait. Nous, malheureusement, actuellement, on a plusieurs dossiers de ce type-là où nous faisons des résiliations anticipées. Donc, on essaie de trouver un nouvel équilibre avec le bailleur pour dire, ben voilà, on va sortir au 31 juillet, par exemple, et pas ça peut être un bail qui va courir encore pendant 4, 5, 6 ans. Hein. Et là, on sort au 31 juillet 2021. Mais voilà, on va trouver une solution. On verse un montant de X, par exemple, pour dire, voilà, on se libère de nos obligations. Si vous avez un dossier qui est relativement bien monté, avec des difficultés, parfois des arriérés déjà existants, si vous dites, de toute façon, en caisse, on a fait 300 à 400 euros cette semaine, il faut trouver une solution. Là, dans ce cadre-là, alors il est tout à fait possible que votre bailleur arrive à l'idée d'une résolution anticipée, quitte pour vous à trouver une autre commercial ou artisanal à exploiter par la suite. Je sais qu'on est très en retard et je suis obligé d'aller dans les clauses à retenir, à éviter, même si je vous en ai déjà parlé de certaines. Comment faire maintenant pour renégocier son contrat? On peut faire des avenants par rapport à l'existant, mais surtout, ce qu'il faut retenir, et également, en tout cas pas surtout, mais également retenir, c'est vis-à-vis d'un autre contrat à signer. Maintenant, et nous, on le fait de façon systématique, il n'y a plus de contrat qui sort de l'étude sans une clause Covid. Attention, attention. Si vous la rédigez vous-même, l'exercice est un petit peu périlleux, mais vous pouvez vous y livrer. Attention à bien déterminer ce que vous allez mettre dedans. Est-ce qu'on parle d'état d'urgence? Est-ce qu'on parle de fermeture administrative? Combien de temps? Quelles sont les mesures qui vont être prises? La réduction du loyer?
10%, 20%, 50%, 100%. Vous allez avoir tout un régime à mettre en place parce que si ce n'est pas assez bien fait, le juge va dire les lois s'appliquent de façon, enfin les lois entre les parties, les contrats s'appliquent de façon stricte. Là, on n'est pas dedans. Si je sais qu'Arte a fait un reportage sur Catnum et de possibles défaillances sur Catnum. Si on se trouve, si vous avez dans votre clause, vous avez dit en cas d'urgence sanitaire liée à une pandémie euh, est définie telle que par l'OMS, ce qui était le texte qu'on a trouvé partout, on l'a tous lu, et que on vous dit ah bah oui mais Catnum a des petits problèmes en ce moment, mais je paye plus mon loyer, on va dire mais ça vient d'où ça? La clause que vous avez signée parle de pandémie qui a été vue comme telle par l'OMS. L'OMS et Catnum, ils s'en fichent complètement. Donc on ne va pas avoir une pandémie mondiale. Enfin, j'espère que Catnum, voilà, on va tous espérer en tout cas. Donc on ne serait pas sur une pandémie. Donc vous voyez, attention à la clause que vous allez rédiger parce qu'elle va être liante, pour elle va être binding si vous me passez l'expression. Vous allez être bloqué par cette clause. Donc attention à ces clauses liées à des fermetures administratives. Je ne vous cache pas que nous, à l'étude, maintenant, on les met systématiquement dans tous nos contrats et pas seulement des contrats pour les baux commerciaux. Mais il nous a fallu de longs temps de réflexion pour essayer de voir au maximum, pour protéger au maximum le bailleur qui doit savoir à quoi il peut s'attendre et le locataire également pour essayer que la clause est le jeu le plus facile à avoir. Pas qu'on se dise, ah ouais, on tombe dedans, on ne tombe pas dedans. Non, il faut que la clause soit très très claire. Deuxième clause à éviter, mais ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, les clauses pénales en cas de manquement contractuel, ce sont les clauses pénales, ce sont les indemnités de relocation, c'est ma fameuse 6 mois, où quand on manque à ses obligations, on doit 6 mois à son bailleur. Attention, attention à ces clauses-là. Une clause là qui peut être intéressante, même si on en a déjà parlé, donc là on va aller plus vite, ça va être la clause sur le loyer. Je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de signer pour 7 500 euros plus TVA. On peut peut-être avoir une partie fixe, 5 000, et une partie variable sur le chiffre d'affaires. Vous trouvez des clauses recettes, comme on les a en France, ou des loyers binaires, donc avec une clause recette, donc que sur la recette, ou clause binaire, loyer binaire, une partie fixe, une partie variable. De même, on pourrait tout à fait imaginer des clauses pour suspendre l'activité, suspendre le loyer en cas de difficulté. Donc, on n'est pas vraiment sur des fermetures administratives, on est sur des difficultés. Par exemple, on pourrait imaginer également des clauses concernant une résiliation anticipée. Voilà, chaque partie aura le droit, ou, tous les 2 ans, de mettre fin au contrat avec un préavis de X et avec une somme de Y. Tout est possible. Nous sommes dans un contrat, sauf les dispositions impératives de la loi de février 2018, telles qu'intégrées dans le Code civil. On est sur un contrat, on peut décider du reste, c'est 1134, c'est la liberté des parties, euh, on peut tout à fait être libre de faire les stipulations que l'on veut. Attention à quelque chose. Attention à quelque chose, et ce n'est pas sur le slide, je l'avais rajouté après. Euh, quand on a un contrat, c'est sûr, c'est long, c'est fastidieux et passablement ennuyeux à de nombreux égards. Néanmoins, vous, en tant que preneur, futur preneur, si vous voulez changer de locaux loués, futur preneur, vous devez être extrêmement attention à toutes les clauses et pas seulement dire oui, bon, le local commercial ou le local est situé rue Philippe II, je suis d'accord avec le loyer, donc c'est bon, je prends le local en question pour votre activité. Si c'était que ça un bail, il ferait 4 lignes. Rue Philippe II, un montant de X, on a les signatures, voilà, fait à Luxembourg en X exemplaires, un pour l'administration de l'enregistrement s'il est enregistré du fait de l'option TVA, et c'est terminé. Le seul problème, c'est que votre bail, il fait 5, 6, 10, 15, 25, 30 pages. Maintenant, on arrive à des baux de 30, 35 pages de façon relativement récurrente. S'il y a 35 pages, on n'a pas expliqué 22 fois que le local était situé rue Philippe II, rue Chimère, Capucin, voilà, ou Grand Rue. C'est qu'il y a autre chose. Et par exemple, dans une des affaires que j'ai vues, une des jurisprudences que j'ai vues, le locataire n'avait pas vu une clause qui était la pire de toutes. Si je ne paye pas mon loyer, j'ai des intérêts à payer de 5% par mois. Alors, pour vous dire le vrai, 5% par mois, ça revient à
79% d'intérêt par an. Donc, vous voyez que votre dette sur une année peut doubler parce qu'on n'a pas vu. La personne, elle a signé 5% par mois, elle n'a pas vu, et cette clause, le calcul a été validé par le juge. Hein. Donc, on ne peut pas dire, ah non, non, attendez, c'est des taux usuraires, blablabla. Le juge a validé les 5% par mois. Donc, dès que vous avez par mois, il faudra toujours avoir l'idée de se dire, oui, mais ça fait combien un annuel? Et là, je suis sûr, si la personne avait vu 80% d'intérêt annuel, elle n'aurait jamais signé cela. L'autre chose sur laquelle il faut être extrêmement vigilant, on va arriver juste à ça après, mais ce sera relativement rapide, hein, mais j'en ai déjà parlé, ce sont les engagements à titre personnel. Attention à cela. Quand bien souvent les bailleurs, alors désolé pour les bailleurs qui sont avec nous ce soir, les bailleurs, mais pour se rassurer et pour avoir une garantie supplémentaire, et c'est le jeu, hein, c'est le jeu qui est comme ça, vont demander des engagements à titre personnel au gérant, administrateur et tout cela. Attention, si vous souscrivez ce genre d'engagement, c'est pas de se dire oui, oui, moi, c'est plutôt un engagement moral, je vais bien m'acquitter de mes tâches en tant que gérant et je vais bien travailler et voilà, je fais tout, donc voilà. Non, non. Être garant au niveau juridique, c'est tout à fait autre chose. Si vous êtes garant au niveau juridique, c'est si le débiteur principal ne paye pas, vous, en votre qualité, vous allez devoir payer. Et donc, ça va être sur vos biens propres. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en faisant un peu d'humour noir, si vous avez 150 000 ou 200 000 euros à titre personnel à payer, prenez des photos de votre maison parce que vous allez peut-être un moment perdre la maison. C'est extrêmement brutal, mais ce sont des choses qui arrivent. J'ai eu des clients à qui c'est arrivé. Donc, c'est pour cela que si vous vous engagez à titre personnel, soyez conscient des conséquences que cela peut avoir. Et si vous avez un doute sur votre business en disant ouais, ça marchera, mais peut-être, peut-être pas, ben, il vaut mieux peut-être se dire on ne prend pas cet espace commercial, on ne va pas louer ces lieux enfin, pas louer ces lieux là, peut-être d'autres lieux où le bailleur ne va pas demander un tel engagement à titre personnel. Maintenant, on arrive aux bonnes pratiques. Alors les bonnes pratiques, elles sont tirées un petit peu des différentes jurisprudences que j'ai pu voir et dont nous avons parlé tout à l'heure. Les bonnes pratiques, déjà, mais ça, vous allez me dire, c'est évident. C'est toujours évident, vous savez, maintenant. Après, quand il y a une difficulté, ça devient beaucoup moins évident. C'est-à-dire qu'avant de signer son contrat de bail, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il faut le lire. Il faut le lire intégralement. Et si, pour des raisons qui sont les vôtres, vous n'avez pas envie de le faire, faites-le lire par un professionnel. Sachant que, je ne parle pas pour mon étude, je parle pour les professionnels du droit en général, votre fiduciaire, votre expert comptable sont les professionnels du chiffre. Moi, je suis incapable de vous faire un bilan. C'est comme ça, je n'ai pas fait les études pour. Peut-être que si vous avez un contrat de bail à revoir, et ça vaut aussi pour les lettres de motivation de vos licenciements, si vous êtes amené à licencier un membre de votre personnel, est-ce que l'expert comptable est la bonne personne pour le faire? J'ai beaucoup d'amis experts comptables, donc je ne donnerai pas la réponse. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est plutôt d'aller voir comme un professionnel du droit si vous avez une question sur le contrat de bail à signer et si vous avez un problème de droit du travail. Je pense que les avocats sont normalement les mieux à même de pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, prudence, on va signer son contrat de bail. Donc, il faut lire son contrat de bail. C'est bête, oui, mais il faut prendre le temps de signer son contrat de bail. Quand on fait une franchise, on lit la franchise. Oui, c'est ennuyeux comme un jour de pluie, mais néanmoins, il faut lire pour savoir à quelle sauce on pourra être mangé le cas échéant. Ce qui est extrêmement important, donc on a vu la prudence avant de signer le contrat de bail, donc lire le contrat de bail et surtout, et ça vous l'avez compris, l'importance c'est préserver le dialogue avec l'autre partie. Il faut parler, si on est locataire, il faut parler à son bailleur. Et les bailleurs ne sont pas si obtus que ce qu'on veut nous proposer et présenter bien souvent. Ils peuvent admettre certaines choses, mais après, ils ont leur propre business à faire marcher, ils ont des prêts à rembourser, ils ont d'autres obligations. Donc, voilà, il peut y avoir des tensions, mais faire l'autruche n'a jamais aidé en rien, surtout pas dans cette matière-là. Donc, il faut essayer de dialoguer. Et là, je ne sais pas si on a le slide, voilà. Et là, ce qui est extrêmement important, et là, c'est pour ça que je vous ai dit au début, on va négocier, oui, on va essayer de trouver des solutions, mais aussi on prépare l'avenir. On prépare l'avenir parce qu'il y a un moment, si on est avec
une difficulté, quelle qu'elle soit, on risque d'avoir un recours au juge. Et si on a un recours au juge, eh bien, on va devoir montrer ce que l'on a fait. On va devoir s'expliquer devant le juge. Et c'est là qu'il est extrêmement important de se prémunir des preuves. Il faut avoir des courriers, il faut avoir des courriels. Arrêtez de téléphoner. Téléphonez, vous n'aurez jamais aucune preuve. Donc, des courriers, des courriels, et ben oui, si moi je veux négocier, je suis en bail professionnel, je ne suis pas en bail commercial, mais si je veux négocier avec mon propriétaire sur le contrat de bail de l'étude, par exemple, eh ben, je vais lui envoyer un recommandé. Et je vais expliquer dans le recommandé que je suis désolé de lui envoyer un recommandé, ça l'agace certainement, mais je suis obligé parce que j'ai besoin de me prémunir de preuves. Et ça, toute personne un minimum diligente le comprendra. Donc attention au courriel, essayez d'avoir des accus de réception ou essayez d'avoir une liste de courriels qui se répondent. Comme ça, on peut dire, bah oui, vous l'avez forcément reçu, vous m'avez répondu, donc vous l'avez nécessairement reçu. Donc, envoyer des courriers, recommandés de préférence, ça semble être une évidence quand on le dit comme ça, mais parfois dans la négociation, on ne veut pas le faire. Et si vous avez négocié 50% de votre loyer par téléphone, dans la communication avec le web banking, c'est extrêmement simple. Il ne faut pas hésiter à mettre versement de 50% du loyer en accord avec notre discussion du temps. Et si la personne ne revient jamais vers vous en disant mais de quoi vous nous parlez? Eh bien, donc, elle est censée avoir vu ses communications bancaires. Et donc là, ça vous donne une preuve supplémentaire pour dire, bah, regardez, on avait négocié 40% de réduction du loyer pendant 6 mois, par exemple. N'hésitez pas à mettre ce genre de choses. Ça va vous préconstituer des preuves en cas d'action en justice. Et justement, en cas d'action en justice, euh, si on demande des délais de grâce, c'est 1244 du Code civil, on ne peut pas juste arriver en justice et dire Monsieur le juge, j'ai besoin d'attendre pour payer. Non, il faut avoir fait des efforts avant, il faut avoir fait des paiements déjà, il faut avoir fait un plan de remboursement, mais déjà partiellement exécuté, pour dire regardez, je ne suis pas un mauvais débiteur, je ne suis pas le voyou qui ne veut pas payer, mais juste j'ai des difficultés actuellement. Là, je vais les bonnes pratiques, mais du côté bailleur, oui, l'engagement du gérant, l'engagement de l'administrateur est toujours une bonne chose pour vous. Bien sûr, on regarde ce que je viens de dire, ce que je viens de dire à l'instant. Évaluer l'efficacité d'un recours en justice. Alors bien souvent, nous, on a des clients qui nous disent oui, mais de toute façon, ça va pas se passer comme ça, on va aller en justice, et de toute façon, on va aller également au Kirchberg après devant la Cour de justice de l'Union européenne, et puis de toute façon, on va aller à Strasbourg. Oh. Là, je les calme tout de suite, je leur dis attention, déjà, aller à Strasbourg ou aller au Kirchberg devant la Cour, ça coûte déjà des fortunes, parce qu'on est obligé de bloquer un nombre de jours, nous, en tant qu'avocats, sur ces dossiers-là. Voilà, ça coûte déjà très, très, très cher. Et votre cas n'est pas forcément. On peut pas aller, tout le monde ne peut pas aller à Strasbourg. Tout le monde ne peut pas aller au Kirchberg devant la Cour. Ce n'est pas possible. On va bien souvent se retrouver justice de paix, tribunal d'arrondissement, le cas échéant, cour de cassation. Et là, le juge, eh bien, il va se demander un peu ce qui s'est passé. Et là, les juges, et ça, dans tous les jugements dont je vous ai parlé, dont certains sont déjà publiés sur différents sites, le juge va voir quoi? Alors, il y a un petit problème de son. On va revenir. Attendez, dès que Maître Greffe sera de retour, il reprendra la parole et ses explications, sauf si Gilles veut reprendre la parole, Gilles. Bah, moi, non, on ne voit pas. Non, ici, on voit maintenant. Oui. Oui, donc moi, voilà, et Maître Greffe, on n'entend plus. Oui. Non, on m'entend plus. Si, moi j'entends. Si, si, ça y est, ça revient. Moi, je vous entends, Gilles. Et vous m'entendez? Non. Oui, c'est bon? Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'on sait où la connexion a été interrompue? Ok, d'accord. Ok. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, ok, d'accord, je vais juste reprendre ça. Donc, bien souvent, quand on parle de l'efficacité d'un recours en justice, et
désolé si ça paraît redondant et si une partie d'entre vous ont déjà entendu cela. Les clients sont toujours très très prompts à vouloir aller au cours de justice des communautés européennes, où ils veulent aller à Strasbourg directement, tout ça, mais beaucoup d'affaires vont faire justice de paix, tribunal d'arrondissement, le cas échéant cassation, et on n'ira pas à Strasbourg, et on n'ira pas à Kirchberg devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, le juge, on va se retrouver avec le juge luxembourgeois, et le juge luxembourgeois va se demander qu'est-ce que vous avez fait. C'est bien beau, vous pleurez maintenant en disant je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer mon loyer, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et là, les juges ont une certaine sévérité et disent madame, monsieur, vous n'avez même pas réglé un acompte. Vous n'avez même pas payé une partie des arriérés. Et ce qu'il faut voir, c'est que les juges, dans les jugements dont je vous ai parlé tout à l'heure, disent mais regardez, il y a tellement d'acomptes que moi, en tant que juge, je désolé, le concept est un peu juridique, j'ordonne l'exécution provisoire du jugement. Il n'est pas obligé de le faire. Il peut le faire. Ça veut dire quoi? Que le montant que vous avez vu tout à l'heure, les 100 000 et 150 000 euros, même si vous allez en appel, ils sont dus dès maintenant. Ce qui veut dire, c'est que sur base du jugement-là, le bailleur peut l'envoyer à l'huissier et l'huissier peut venir faire une saisie chez vous. Et si vous ne payez pas, peut vous mettre en faillite. Donc vous voyez, le fait de faire un peu sa mauvaise tête en disant non, non, le bailleur est riche, je ne lui donnerai rien, ça peut se retourner contre vous si vous avez les moyens de payer un petit peu, payer, parce que sinon, le juge peut très bien dire exécution provisoire du jugement, et vous, la société, donc le gérant n'est pas loin, vous devez maintenant 150 000 euros. Peu importe, vous allez en appel, vous faites ce que vous voulez après, vous devez maintenant, aujourd'hui, les 150 000 euros. Et forcément, la trésorerie, vous ne les avez pas. Donc là, on va droit vers une faillite, et donc ce sera un des séminaires que M. Cabos a proposé pour le mois de juin, je crois, dans mon souvenir. Voilà. Donc, vous voyez, on peut très très vite arriver dans ce genre de situation. Donc, attention, il faut essayer de participer en payant un petit peu quelque chose. Autre citation, le locataire n'a pas fait d'effort pour payer au moins en partie son dû. Et si vous dites, oh, il y a la crise, je ne paye plus, non, non. Et c'est valable pour toutes les obligations, hein. C'est valable vraiment pour toutes les obligations. Donc là, il faut être extrêmement important parce que s'il y a des arriérés relativement conséquents, on va se retrouver avec des conséquences importantes, condamnation, exécution provisoire, comme je l'ai dit. Mais également, dans les bonnes pratiques à avoir, dans un jugement, on nous dit, oui, mais la société à responsabilité limitée, dans la mesure où elle estimait que son business était encore profitable après les périodes de confinement, eh ben, elle aurait dû payer le loyer. Et à contrario, ça voulait dire quoi? Et une autre décision le dit, si vous estimez que votre situation est complètement obérée, qu'il n'y a plus de possibilité de payer son loyer, alors vous devez tirer la sonnette d'alarme tout de suite et pas se dire on attend 2, 3, 4, 5, 6 mois, parce que là vous allez devant de très grandes difficultés, on l'a déjà vu. Là, il faut tirer la sonnette très très vite en disant je demande la résiliation de mon contrat. Faire un courrier officiel au bailleur en disant je demande la résiliation officielle du contrat parce que là, je n'ai plus les moyens de payer mon contrat. Et là, l'avantage, c'est que si le bailleur vous dit vous êtes engagé, vous allez devoir payer. Le cas échéant, vous pourrez plaider l'abus de droit en disant moi j'ai voulu sortir du contrat, j'ai fait des démarches, j'ai entamé des négociations, je lui ai proposé de résilier, il a refusé. Et là, le juge va dire oui, mais en refusant, il vous mène à la ruine, parce que vous êtes obligé de payer un loyer qui est totalement disproportionné. Donc là, il y a la possibilité de faire quelque chose sur l'abus de droit. Mais ce qui est extrêmement important, donc dans les bonnes pratiques, c'est que tout cela c'est votre business, vous avez pris un risque en termes d'entreprise, un risque entrepreneurial, comme le disent les différents jugements. Et là, faut jamais oublier ça. Faut jamais oublier ça, que vous avez pris le risque de gagner de l'argent avant. Là, on est dans une période très très compliquée, donc une période très difficile pour beaucoup, commerçants, artisans, voilà, industriels, hein. Tout le monde est dans le même panier ou quasiment. Mais là, les juges se disent, oui, mais de toute façon, c'était à vous de supporter le risque. Et si vous avez estimé que, et c'est dans un jugement, si le jeu en valait la chandelle de continuer, alors vous devez supporter les conséquences et donc vous devez payer un loyer. En revanche, si vous estimez que le jeu ne mérite plus la chandelle, eh bien, alors, ne vaut plus la chandelle, alors
vous devez faire les démarches pour arriver à une résiliation du contrat. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et on ne peut pas dire simplement, j'arrête de payer, puis on verra bien 2022, peut-être qu'il fera beau et que voilà. Et donc là, on verra bien ce qui peut se passer, quoi. Donc là, ce sont des choses aussi à mettre en place. Et les juges, comme je l'ai dit, mais c'est leur office, sont très demandeurs de savoir ce qui a pu se passer. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des pièces comptables également pour essayer de convaincre le juge. Car le juge n'est jamais obligé de résilier. Là, dans ce que je vous ai montré, on a à chaque fois des résiliations, mais le juge n'est pas obligé de résilier. Le juge a la possibilité de résilier. Et donc, si vous ne voulez pas la résiliation de votre contrat, alors il faut véritablement faire attention et véritablement se dire comment je vais faire. Oui, mais si je paye quelque chose, si je négocie quelque chose, là, le juge va dire oui, mais attention, ils ont fait des efforts, ils ont régularisé, ils ont payé en tout ou partie leurs dettes, donc je ne prononce pas la résiliation malgré les manquements contractuels qui ont été commis par le passé. J'en terminerai avec un point et après on passera aux questions. Il y a une jurisprudence qui était relativement intéressante. Alors, c'est pas votre activité, hein, je sais bien, mais c'est un restaurateur qui avait voulu demander en justice euh, la réduction de son loyer. Donc, il n'a pas attendu que le bailleur agisse contre lui. Il s'est dit, moi, locataire, je vais aller directement devant le juge en disant, Madame le juge, Monsieur le juge, j'arrive plus à payer mon loyer, réduisez de X% mon loyer. Et donc là, il y a toute une affaire avec, du coup, le bailleur dit, hop, 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 non, 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 moi, il a X mois de retard, donc je donne la résiliation. Comme il y avait une sous-location, le propriétaire, bailleur principal disait, ah, attendez, moi, je ne suis plus payé, donc je demande la résiliation. Donc, il y a eu tout un pataquès à trois pour savoir qu'est-ce qui devait encore être payé, et voilà. Mais comme tout avait été payé entre-temps, il n'y a plus d'arriéré de loyer. Donc, le juge a dit, le contrat continue, il n'y a pas de résiliation, tout continue bien, mais maintenant, il faut bien payer aux échéances prévues conventionnellement. Donc, si je devais résumer un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et après, bien sûr, on verra les questions. Si je devais résumer un petit peu, ça serait comme je l'ai écrit dans un article récemment, il ne faut pas céder au chant des sirènes, il ne faut pas croire tout et n'importe quoi, il ne faut pas croire parce que votre voisin dit « Oh, mais moi je ne paye plus mon loyer » ou voilà, le bailleur me mange dans la main, c'est jamais aussi simple. Donc, il faut être vigilant avec son contrat. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, c'est prévu. Le droit, il n'y a rien de magique dans le droit, c'est forcément écrit quelque part. Donc, lisez votre contrat, faites-le lire par un professionnel du droit pour essayer de trouver les meilleures solutions pour vous et surtout, continuez à négocier, continuez à discuter avec votre bailleur parce que, comme je l'ai dit, tous les bailleurs ne sont pas obtus, certains le sont, c'est le jeu, mais tous ne le sont pas et certains sont prompts à la discussion. Avec énormément de retard, j'en ai terminé. Oui. Voilà. Mais, Et vous avez mes coordonnées en plus. oui, mais, j'espère que elles vont servir. Un grand merci, maître, pour cette présentation. Vous êtes a priori excusé du retard. Je crois que tout le monde a suivi avec attention les différentes parties. Euh, Effectivement, le message est clair, le message a été vraiment clairement passé. Euh, L'écrit est très important. Je trouve votre sur le courrier recommandé, c'est pas très intrusif finalement. Un courrier recommandé, c'est pas très intrusif et on peut prouver que la personne a bien reçu le courrier. Voilà. Euh, voilà. Alors, il y avait une dernière enquête qu'on avait Oui. prévue. Peut-être qu'on peut la lancer parce que je vois qu'il n'y a pas encore de questions. Le temps que vous posez vos questions, c'est savoir s'il y a des personnes qui sont en train de renégocier ou pas leur Mhm. contrat. Moi, j'avais une question sur le délai de résiliation de 6 mois qui est dans Oui. la loi. Je Est-ce le que vois. les parties peuvent déroger à ce délai, dire on- si. Alors, le problème pour répondre à cette question, mais c'est quasiment valable Mm, sur tous les articles mm, de la loi qui est intégrée dans le Code mm, civil, c'est de se dire, voilà, si on reprend les travaux parlementaires avec le premier projet de loi et après avec le deuxième projet de loi, on se retrouve avec la difficulté de quelle est la valeur de ce texte? Quelle est la valeur des dispositions
légales, elles sont impératives. C'est ce qu'on nous avait vendu au début. On nous a dit, si vous regardez les travaux parlementaires, on dit c'est impératif, donc on ne peut toucher à rien. Oui, ok. Mais la situation était un petit peu plus flexible, parce qu'on se retrouve avec des dispositions légales assorties de nullité, certaines qui ne sont pas assorties de nullité. Donc, il y aurait une sorte de gradation. Une sorte de gradation. Concernant le délai de 6 mois pour la résiliation, je pense que on pourrait l'étendre. On pourrait l'étendre à avoir plus que 6 mois de point de vue contractuel. On pourrait l'étendre parce que ça protège, en tout cas, ça devrait protéger quand même le locataire. Et la loi, initialement en tout cas, après elle est devenue ce qu'elle est devenue, mais initialement la loi était prévue pour protéger le locataire. Donc on pourrait, je pense, imaginer une augmentation de ce délai. Ouais. Sachant que là, pour l'instant, on n'a pas de vue sur la jurisprudence sur ces questions-là, avec juste une précision. Si on n'a pas de vue sur le délai en question, j'ai vu ça dans un des jugements, je crois, dont je vous ai parlé, quelque chose qui est assez intéressant, c'est de se dire, le bailleur avait résilié le contrat, et après, il demande en justice la condamnation, et si la première résiliation n'est pas valable, qu'il résilie. Et le juge nous dit, moi, que je considère qu'il y a des manquements à ce point grave, que je résilie judiciairement le contrat. Et il nous donne une petite explication supplémentaire en disant, et si je n'avais pas, moi, en tant que juge, résilié le contrat, alors j'aurais dû aller voir si la résiliation qui a été faite par le bailleur, unilatéralement, était valable. Donc ça, c'est une petite explication qu'on avait de savoir si le bailleur tire en premier, est-ce que le juge, comme je crois en France ça se passe, est-ce que le juge est lié par cette première résiliation, il peut dire, bah, ma bonne dame, je ne peux plus rien faire, votre bail est résilié par votre bailleur, voilà, je ne peux plus rien faire. Ou alors, et là le juge luxembourgeois nous dit non, moi je considère qu'il y a une faute, donc je résilie le contrat, mais en revanche, si je n'avais pas considéré qu'il y avait de faute suffisante, alors j'aurais dû aller voir si elle était valable ou pas. Ça, c'est Oui, la loi reste. Ah, on a reperdu la connexion avec Maître Hubert, ça y est, il revient. Oui, la loi a beaucoup encore de zones d'incertitude, comme vous l'aviez d'ailleurs très bien détaillé il y a 3 ans lors de la présentation à la Chambre des métiers. Oui. Donc, on a. Excusez-moi, j'en profite pour vous donner en un mot quelque chose sur les indemnités d'éviction. C'était quand même un de gros morceaux de la loi. C'est-à-dire qu'après 9 ans, si on doit résilier, le bailleur veut résilier ou refuser le renouvellement du contrat de bail, il doit payer une indemnité d'éviction. L'indemnité d'éviction, c'est en gros la valeur marchande du fonds de commerce. Jurisprudence qui est tombée il y a quelques semaines, si le bailleur, même après 9 ans, peut rapporter la preuve qu'il a besoin des lieux en vue de la reconstruction ou de la transformation, alors il justifie d'un motif légitime et donc là, il n'a pas à payer l'indemnité d'éviction. Et ça, c'était vraiment la thèse que moi j'avais soutenue il y a déjà 3 ans. Lors d'une conférence à Paris, j'avais soutenu cette thèse et tous les professeurs, y compris des professeurs parisiens très impliqués à Luxembourg, m'avaient dit Franck, vous déconnez, excusez-moi, voilà, ça ne peut pas être ce que vous dites. Moi, j'ai dit c'est ma thèse. Je l'ai écrit dans Juris News, vous le lirez, voilà. Et 3 ans plus tard, la jurisprudence m'a donné raison en disant même si on est après 9 ans, normalement, pour tout le monde, c'est indemnité d'éviction obligatoire. Si on est après 9 ans, alors, si le bailleur peut dire, moi j'en ai besoin pour reconstruire ou pour transformer les lieux, l'indemnité d'éviction, vous ne l'avez pas. Je pense que pour les bailleurs, les locataires, pardon, les locataires qui sont avec nous ce soir à plus de 9 ans, faites attention, ne vous dites pas forcément, oh bah s'il résilie, j'aurai forcément l'indemnité d'éviction. Le bailleur peut toujours y échapper. Très bien, maître. Comme le temps bon, est légèrement dépassé, on va Oui. s'arrêter là. Il y a beaucoup de zones d'incertitude, comme vous l'avez bien expliqué sur l'indemnité d'éviction notamment. Il faut donc privilégier le dialogue, privilégier les solutions concertées
et ne pas hésiter à se ménager des preuves de votre bonne foi. La bonne foi Tout à fait. est la base de l'exécution des contrats et devant le juge, elle est vraiment très très importante. Oui, Un très grand merci, maître. Un grand merci à tous c'est d'avoir moi. participé. Vous allez être redirigé quand vous allez sortir de ce webinaire sur une enquête de satisfaction. C'est important pour nous. On a seulement mis 2 parties. Enfin, savoir, il y a la troisième question, c'est sur quelle partie vous a le plus intéressé. En fait, on a mis la première partie, on pensait donc la partie paiement de loyer. La deuxième partie, c'est tout le reste, les échanges de bonnes pratiques. Et la troisième partie, questions-réponses. Bon, bah, là, actuellement, visiblement, il n'y a pas de réponse précise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, Chambre des métiers, ou directement contacter Maître Greff. Et puis, à très bientôt pour les prochains webinaires. Merci au support technique aussi. Et Merci. bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir.